à la Méditerranée. Vous-même, vous jouez souvent sur l'homonymie mer, M-E-R, et mer, M-E accent grave, R-E. Donc il y a une matrice là. La matrice est... Oui, je sais pas. Oui, non, ça marche, oui. Oui. Non, un de mes premiers livres, il y a 50 ans exactement, 65, qui s'appelait Mer, Rhum, Méditerranée. C'est ça. Consacré à l'Italie du Sud, il y en a, Sicile et Sardaigne essentiellement. Et donc c'est un sujet qu'on peut revenir éternellement. Enfin, c'est un thème dans ma vie, dans mon expérience intellectuelle, affective, la Méditerranée et surtout Rome et Naples et la Sicile. C'est vraiment. Donc, il y a encore d'autres livres, je suis sûr. Et c'est un thème qu'on approfondit comme en musique. Je veux dire, on donne le thème, après il y a des variantes infinies, on revient. C'est infini et c'est une profondeur inouïe ce sujet. On n'a jamais fait le tour, parce que c'est à la fois large en géographie et aussi en profondeur, parce qu'il y a des strates de civilisation, depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui, qui fait que c'est sans fin, cette exploration. Inépuisable. Inépuisable. Mais alors, cette Méditerranée, c'est une mer, donc pour vous, parce que elle vous inspire dans votre création, et puis c'est une mer parce que c'est le berceau de nombreuses civilisations. Alors, vous dites qu'il y a quelque chose d'un palimpseste en Méditerranée. Voilà, on a un étagement des civilisations, alors on passe évidemment de l'Antiquité gréco-romaine à la chrétienté, à l'islam, ensuite à la Renaissance, et ce qui fascine évidemment, c'est cette juxtaposition, cet étagement qui rend visible le temps. Il y a comme une matérialité du temps. Et vous, Ferrante, vous êtes architecte de formation. Cette matérialité, elle vous a inspiré l'importance des pierres, comme on trouve, parce que la Méditerranée, c'est aussi un espace de vestige, ce qui ne veut pas dire que c'est un espace de mort uniquement, mais c'est ça qui vous a inspiré, qui continue à vous inspirer? Oui, enfin, moi je suis avant tout méditerranéen. Quand on me demande ce que je suis de mère sarde qui avait elle-même des origines génoises et de père sicilien qui avait aussi des origines maltaises, et je suis né en Algérie. Donc, vous imaginez que j'ai 5 pays, tous sont étroitement liés. Voilà, donc j'ai 5 sources, toutes étroitement, dont 3 insulaires sur 5. Donc je n'ai pas de racines, en fait. J'ai toutes les racines à la fois et je n'en ai plus parce qu'elles sont tellement imbriquées les unes dans les autres. Voilà. Mais donc c'est ça la première. Donc c'est une quête, une longue quête, et Yves m'a aidé. Mais je voudrais aussi dire pourquoi je suis architecte, c'est parce qu'à 16 ans j'ai lu un livre qui a changé ma vie, parce que j'ai lu Les pierres sauvages de Fernand Coulon. Et en lisant ce livre, j'ai compris que j'étais attaché à ces pierres indomptées et que j'allais devoir m'y pencher. Mais ce que je voudrais mettre l'accent sur l'importance de mer Méditerranée, parce que évidemment, c'est pas de livre qui vient le souligner, mais à peu près 3-4 ans plus tard, à 20 ans, j'ai lu mer Méditerranée. J'avais 20 ans, donc le livre avait 15 ans, et c'est un livre qui a changé aussi ma vie, parce qu'il parlait de mes racines, mais il parlait surtout d'une civilisation. Et je mets tout le temps en parallèle plusieurs livres, Dominique n'est pas toujours d'accord, mais je mets ce livre à la même hauteur que l'été grec de Jacques Carrière, pour ceux qui ont aimé cette Grèce d'après-guerre, et surtout de Carlo Levi, dans un autre domaine, qui est un livre qui a aussi, je crois, qui a marqué tous les esprits, parce que c'est la découverte du Sud. Donc on est dans 3 exemples, 3 approches qui ouvrent sur ces civilisations longtemps oubliées. Voilà. Et je crois que, enfin on va en parler du livre après, mais c'est le nœud réel de cette collaboration. Que signifie véritablement cet héritage si complexe, si riche et en même temps si cohérent dans sa diversité? La mer Méditerranée, c'est aussi la mer matriarche. Vous dites, David Fernandez, que sur ces rivages, la femme occupe une place très importante. La mamma. Surtout en Italie, elle appelle la mamma et elle gouverne tout. Vous savez, on dit que c'est l'île machiste qui était du Sud, mais c'est faux. C'est les femmes qui ont le pouvoir. Les hommes sont. On envoie les hommes se promener dans la rue parce qu'ils ne comptent pas, au fond. C'est la mamma qui gouverne la maison, le budget, les enfants, l'éducation, la cuisine, enfin, tout c'est important. Elle fait peser son pouvoir elle-même. On dit que
l'homme la condamne aux tâches ménagères, mais la femme se venge parce que la maman, elle fait du bruit dans la cuisine avec les casseroles qui montrait à quel point elle se dévoue à la famille. Donc elle rend coupable l'homme par son travail. Et donc elles sont encore habillées de noir, elles sont sur des monuments en noir, imposants, et c'était vraiment elles qu'on peut voir. Et elles sont souvent, bon, il y a un côté bénéfique, bien sûr, parce qu'elles élèvent des enfants, elles s'occupent de tout, mais il y a un côté aussi castrateur, évidemment, et quantité d'hommes en Sicile surtout, il y en a, j'en ai connu, à 50 ans, n'arrivent pas à se détacher de la maman, ils vivent toujours chez elle. Et pas seulement pour des raisons économiques, puisqu'on a un ami avocat à Palerme, qui est riche, qui a acheté un appartement tout moderne, mais il n'y habite pas, il habite avec ses parents. Il a 50 ans, c'est très névreux parce qu'il nous prête l'appartement vide. C'est pas pour ça qu'il ne vit pas, il n'habite jamais, parce qu'il ne peut pas se détacher, il dort même dans son lit d'enfant encore. Et ça, c'est quand même le côté maléfique du pouvoir, au lieu d'élever les garçons, surtout pour se détacher d'elle, je ne sais pas, à 18 ans, une vraie éducation, c'est ça, c'est apprendre les enfants à être autonomes, indépendants. Au contraire, elle est fixe parmi les liens affectifs qui sont très difficiles à expliquer. Cette culture matriarcale pouvait être remontée à la Rome antique. La femme était, voilà, elle était assignée à la maison, c'était là qu'elle déployait son pouvoir en quelque sorte. Oui, les hommes avaient le pouvoir politique, enfin, le politique, ça voulait dire voter, c'est pas très important. Le vrai pouvoir, c'est ce que j'ai dit, c'est le pouvoir de la maison, enfin, c'est la maison qui compte, la case et la maman. Et je crois que c'est valable pour toute l'Italie, parce que quand je suis venu Méditerranée à 50 ans, j'ai reçu des tas de lettres d'amis égyptiens, libanais, qui m'ont dit c'est pareil chez nous, et que je ne connaissais pas. Alors, ils m'ont dit c'est exactement le même type d'éducation, et c'est comme ça en Algérie, c'est comme ça dans tout le bassin méditerranéen, en Espagne, voilà. Et moi j'ajoute, parce que Ferrand a dit qu'il était très méditerranéen, moi aussi, parce que je suis mexicain, par mon père, et que le Mexique, c'est la grande Méditerranée. Vous savez, Darius Milhaud, qui est d'Aix-en-Provence, le musicien, disait la Méditerranée va d'Istanbul à Lima, et la capitale, c'est Aix-en-Provence. Et c'est vrai. Le Mexique, toute l'Amérique du Sud, c'est l'Espagne, le Portugal, donc l'Italie. Donc c'est vraiment la grande Méditerranée. Et au Mexique, c'est le même type d'éducation, exactement aussi. Oui, donc la Méditerranée, c'est un espace extrêmement étendu, une extension maximale jusqu'à l'Amérique. C'est un espace également extrêmement étendu en profondeur. C'est un espace également très ouvert, puisque peut-être que la mer permet cette ouverture, ces points de rencontre. Alors, parlons un peu de Rome, puisqu'on peut considérer que c'est... Est-ce que c'est encore la capitale de l'espace méditerranéen? Non, c'est vraiment la Sicile. Hein. Enfin, la Sicile, c'est le centre, l'ombilic de la Méditerranée. Rome, c'est... L'ombilic d'un point de vue géographique. Tout mental, parce que c'est là qu'il y a toutes les couches, il y a tous les plus beaux monuments de toutes les civilisations différentes, depuis les Grecs jusqu'à l'art nouveau, même jusqu'à 1900. Rome, c'est sa capitale, évidemment, c'est plusieurs capitales à la fois. Mais c'est pas le centre, hein, pour moi. Je crois que Naples est plus méditerranéen que Rome. Rome, c'est plus international, c'est le Vatican, c'est mondial, mais c'est moins méditerranéen. Vous avez tranché, je saute un peu local, vous avez tranché une querelle qui concerne un peu les spécialistes de l'Antiquité entre la Grèce et l'Italie. C'est qu'on a coutume, je parlais de Rome comme étant peut-être la capitale de la civilisation méditerranéenne. Enfin, Rome s'est beaucoup inspiré de la Grèce. C'est pour ça qu'on dit que oui, c'est un espace d'ouverture, de rencontre, d'influence multiple. Alors vous ne tranchez pas, et vous dites que, je vous cite, la Grèce est source de toute pensée et de tout art, et par ailleurs, vous reconnaissez à Rome, à l'Italie, le génie qui a réussi à équilibrer le fardeau de la grandeur antique par un sursaut permanent de vitalité créatrice. Oui, la grande différence entre la Grèce et l'Italie, c'est que
la Grèce a tout donné dans l'Antiquité, jusqu'à Alexandre, mettons, jusqu'à la Grèce hellénistique, c'est-à-dire... et puis, après, il n'y a plus grand-chose. Hein. Il y a quelques écrivains, il n'y a rien. Enfin, c'est-à-dire que l'Italie, il y a eu la grande civilisation romaine, après il y a eu le Moyen-Âge, après il y a eu la Renaissance, après il y a eu le XIXe siècle, après il y a eu l'Art Nouveau, après il y a eu ce qu'il y a aujourd'hui, avec des écrivains fantastiques, aujourd'hui le cinéma, et puis la Renaissance, évidemment les artistes. Donc c'est ça la différence, c'est que la Grèce est épuisée. La Grèce qui est la mère première, bien sûr, géniale, et la source de tous les grands écrivains, mais des architectes et des auteurs, mais elle s'est épuisée avec... elle ne donne plus rien, pratiquement. Je ne veux pas offenser ceux qui de la Grèce, mais elle ne donne plus rien. Tandis que l'Italie donne sans arrêt à une capacité de rebondir extraordinaire. Parce que, regardez, il y a eu l'Italie romaine, la chute de l'Empire romain, après il y a eu le Moyen-Âge, l'art roman, l'art gothique, et puis surtout la Renaissance, évidemment, Michel-Ange, Raphaël, les petits Quanti, et puis après, le Risorgimento, elle a fait son grand mouvement politique, et sans arrêt, et regardez, justement dans mon livre, j'ai vécu à Rome entre les années 60 et 70, et c'est ça que je raconte surtout. J'ai connu tous les écrivains, j'ai eu la chance, j'étais jeune à l'époque, ils m'ont adopté, c'est-à-dire Moravia, Pasolini, Cardoletti, Bassani, Samorante, Ungaretti que j'ai connu, des poètes. Et vous savez que les Italiennes n'invitent jamais chez eux. Donc, ils sortent déjeuner, ils laissent les épouses à la maison quand ils en ont, et ils allaient en tout cas au restaurant, à la trattoria, parce qu'à cette année-là, ça ne coûtait rien. Aujourd'hui, ce serait impossible parce que c'est Rome qui est devenue très très cher. Mais à ce moment, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de touristes, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et donc, ils allaient tous les jours au restaurant, près de la place du peuple, il y avait des trattoriers, et ils m'avaient adopté dans le groupe. C'était passionnant, parce que les Pasolini en haut là, qui sauvages, qui disaient rien, les joues creux, c'est ce que l'on voit dans ces photos. Morat était le chef du groupe, qui était le plus disert, le plus volubile, qui couvrait la plus grande surface, et puis tous les autres. Et c'était passionnant pour moi de les écouter, et je raconte un peu tout ça. Quoi. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était un livre charmant. Je me permettais cet adjectif au début de la présentation, puisqu'il est ponctué comme ça de souvenirs et d'anecdotes. Puisque vous êtes revenu à Rome, j'aimerais, si vous voulez bien, que l'on s'attarde un peu sur Rome. On parlait d'influences multiples et d'étagement des époques. Est-ce que vous pourriez revenir sur certains monuments marquants qui illustrent à la fois cet étagement du temps et cette rencontre des civilisations? Les grands monuments, le plus beau, c'est le Panthéon. Vous savez, Stendhal disait que c'était il y a une phrase merveilleuse, il dit on entre, on voit et on ne peut rien ajouter parce que c'est la perfection.